Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on continue l'analyse des projets du top 100. On va parler d'un projet assez ancien qui existe depuis avant l'arrivée de tout ce qui est projet Web3, etc. Et en plus dans le gaming, donc Engine Coin. Comme d'habitude, on va suivre le plan, donc une présentation du projet, la technologie, l'offre de valeur, la tokenomique avec les chiffres importants, ça je pense que c'est la partie la plus importante, et un résumé de mon point de vue, donc avec les forces et les faiblesses que je vois, d'un point de vue d'investisseur potentiel. On ira voir bien évidemment pour finir l'analyse graphique. Donc on commence tout de suite. Au moment où je fais la vidéo, ça vaut un coin, un engine coin, 0,43 centimes de dollars. On est à, non pas 0,43, juste 43 centimes de dollars. C'est en 91e position. Capitalisation 430 millions de dollars environ. Des volumes de 45 millions. Donc ça c'est intéressant, à peu près 10% des volumes. Donc il y a quand même des échanges qui se font, surtout dans une période qui est un petit peu molle dernièrement. L'utilité du projet. Donc Engine déjà, avant de parler de Engine Coin, c'est un écosystème, d'accord? Un écosystème gaming avec la notion d'interconnexion. Et surtout, en fait, on a une grosse communauté de joueurs en fait qui existe depuis avant l'arrivée du projet, donc depuis 2008-2009, basée à Singapour, donc plutôt orientation asiatique, environ 19 millions de joueurs. Donc là, vous avez les données importantes, et c'est intéressant de savoir qu'avant d'arriver dans Web3, ils avaient déjà en fait cette base-là qui semble être intéressante pour construire des choses. Donc ils ont décidé de se lancer dans le Web 3 avec du coup un projet crypto qui est Engine Coin, créé du coup depuis 2017. L'idée c'est d'avoir une plateforme qui permet la création, la gestion, la distribution de NFT et de jeux Web 3. Donc c'est, j'ai l'impression, toujours un peu en développement, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis un moment. Ça a été lancé en 2018 et ils sont sur Ethereum avec une potentielle envie de migrer vers leur propre blockchain tout en restant compatibles. On verra que c'est une des notions qui leur tient à cœur et c'est intéressant. Au niveau de l'ICO, ils ont levé 32 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal, sachant que l'ICO n'a pas été complètement rempli. Alors je dis l'ICO, c'est en fait les plusieurs étapes d'investissement, enfin peu importe, ils ont levé 32 millions, c'est ça qui est important, et ça représente que 80% de ce qu'ils avaient prévu, donc ils avaient prévu un peu plus que ça, donc le projet a moins intéressé qu'ils ne l'avaient envisagé. On va maintenant passer à la partie technologie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut dire qu'au niveau du fonctionnement, on est sur un consensus qui ressemble au Proof of Stake, qui s'appelle en fait le Proof of Authority. On en a parlé déjà quelques fois sur la chaîne dans d'autres projets. L'idée globale, c'est qu'on va avoir moins d'acteurs parce qu'en fait, c'est plus restrictif d'être un validateur. Il y a plus de contraintes. Par contre, du coup, ça fait qu'on est sur un projet plus centralisé. Moins d'acteurs, plus de centralisation, plus de concentration du pouvoir, entre guillemets, que ce soit les tokens ou la gouvernance, donc la capacité à décider. Donc ça, c'est un point qui est à peser, personnellement, je suis plutôt en défaveur. Au niveau de la partie cross-chain, je vous ai dit, ils voulaient se développer sur un autre réseau, enfin leur propre réseau, mais rester compatible Ethereum. En fait, ils ont cette idée de quand même développer un réseau cross-chain, notamment un peu comme Polkadot le fait, et via Polkadot, pour communiquer avec d'autres blockchains. Donc ça, c'est un point qui est quand même pertinent à mon avis. On reste dans l'air du temps avec cette idée-là qui, à mon avis, sera un narratif intéressant pour les prochaines années. Au niveau des cas d'usage, donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle on peut créer des jeux, on peut acheter, vendre des NFT, créer des NFT. Et il y a même en fait vraiment un accès simplifié pour les personnes qui ne sont pas en fait des créateurs de ce genre de contenu, avec des lignes de code déjà prévues. Donc vous pouvez un peu personnaliser la chose et c'est facilité. Donc ça va vraiment faciliter la création de contenu. Donc ça c'est intéressant. Et d'un autre côté, pour les développeurs purs, il y a en fait toute la partie gestion, mise en vente, marketing, etc qui permet à celui qui a vraiment envie de s'orienter que le développement, que sur la fonction de développement, qui fait de son cœur de métier le développement de contenu, de ne pas avoir à trop s'embêter avec le reste. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant avec des kits de développement, donc le SDK, et ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant parce que on va pouvoir attirer ce genre de population qui ont envie de créer du contenu. Des deux côtés, ceux qui n'ont pas trop les connaissances de développement et ceux qui sont spécialisés dedans, les deux en fait ont des fonctionnalités qui les intéressent. Donc ça, c'est quand même un point qui est très intéressant au niveau de l'idée de fonctionnement. Dans les petites choses que j'ai trouvées notables, ils ont du coup une marketplace NFT, bien évidemment. Si on peut créer des NFT, c'est aussi pour les vendre. Par contre, n'imaginez pas qu'on va les concurrencer OpenSea ou Blur tout de suite. J'ai pas vraiment l'impression qu'on soit sur les mêmes volumes, en tout cas pas à ma connaissance. Et petite technologie sympa, ils ont la possibilité de récupérer des NFT grâce à des QR codes. Donc pourquoi pas, je pense que c'est des choses qui existent plus ou moins dans d'autres plateformes, mais j'ai trouvé ça sympathique. Donc voilà globalement sur la partie tech. On va passer à la partie tokenomique, donc les chiffres économiques. Là c'est très intéressant, très important. Notez que déjà au niveau de l'offre totale, euh,
elle est équivalente à l'offre maximale et à l'offre en circulation. Vous voyez sur la droite en haut, c'est 1 milliard de tokens Engine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les tokens sont émis. Il n'y a pas d'autres tokens à émettre, et ça c'est un très très bon point quand on est investisseur. On aime avoir ce genre d'informations parce que ça veut dire qu'il n'y a pas plus de tokens à émettre, pas plus de risque de se faire diluer, pas plus de pression vendeuse mécanique. Donc ça c'est très très bien. Au niveau de la répartition, donc au milieu token allocation, vous le voyez, 80% des tokens sont allés aux investisseurs. Ça veut dire que la team a gardé 10% pour elle et 10% pour les advisors, donc les personnes qui sont venues conseiller. Donc c'est une répartition qui est plutôt favorable du coup aux investisseurs, quelque chose qui est encore une fois quelque chose qu'on apprécie. Par contre, à tempérer tout de suite, vous regardez sur la gauche et vous voyez que Binance, si vous combinez Binance et Binance US, vous arrivez à 36% des tokens. Binance possède plus d'un tiers des tokens Engine et ça, par contre, à mon avis, c'est un problème. Parce que je pense que Binance est un des gros validateurs du coup du Proof of Authority. Je n'ai pas de preuve de ça, mais du coup je le suppose au vu du nombre de tokens qu'ils ont. Ça fait que Binance, en fait, d'une certaine façon, doit contrôler une partie du projet. Et ça, bah, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable. Il faut le savoir quand on investit dedans. Voilà, il y a un très gros poids de Binance et c'est quand même potentiellement problématique. Au niveau du token, globalement, on va avoir les classiques, c'est-à-dire qu'il va servir à valider le consensus, donc là le Proof of Authority. Et donc vous comprenez que c'est Binance qui le fait en grande partie, du coup, vu le nombre de tokens qu'ils ont. Il y aura bien évidemment la partie gouvernance, mais là encore, le poids de Binance est important, parce qu'en général, un token donne un droit de vote. Alors j'ai pas vu dans le cadre de ce projet-là particulier si c'est ce ratio-là, mais peu importe, plus vous avez de tokens, plus votre poids dans la gouvernance est important, donc plus vous pouvez orienter les décisions. Et donc on comprend encore une fois que là il va y avoir un poids important de Binance, un peu problématique, et le token permettra bien évidemment de faire des paiements sur la plateforme. Ce qui est bien, c'est qu'on a des choses supplémentaires. On a notamment, lorsqu'on veut créer des NFT, qui est quand même une fonctionnalité intéressante de la plateforme, qui doit être, j'imagine, une des raisons d'aller dessus, il faut avoir des tokens, il faut bloquer des tokens engine pour créer des NFT, donc ça c'est bien, ça fait qu'il y a plus de tokens bloqués, donc on apprécie, et en plus, il y a un burn qui est mis en place lorsqu'on crée des actifs numériques comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, qui est bien pensé, et qui est encore une fois favorable à la bonne tenue du prix du token, et donc aux investisseurs. Point d'actualité intéressant, vous le voyez en bas à droite, vous avez le nombre de holders. Donc les tiges bleues sont des holders par jour, et vous le voyez sur le dernier mois, depuis le 15 février, on a eu une baisse entre le 21 et le 25 février. On est passé d'environ 200 000 holders à 170 000 approximativement. Donc on voit que ça correspond graphiquement avec la période à laquelle Bitcoin a subi une baisse, et donc tout le marché a subi une baisse drastique, quand il y a eu certainement les annonces de Silvergate, etc., dans la nuit, je crois, de jeudi à vendredi, ou de mercredi à jeudi, je ne sais plus la date exacte, donc ça correspond. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu alarmant, faites attention quand même à ça. Bon, ça a l'air de stabiliser depuis, mais quand même, j'ai pas trouvé d'actualité spécifique à Engine, que ce soit dans les réseaux sociaux ou en faisant des recherches sur Google. Je n'ai pas trouvé d'informations on-chain non plus, donc j'ai pas d'explication précise à part celle que je viens de vous donner, mais c'est quand même un truc à avoir à l'œil et à voir comment ça évolue. Maintenant que tout ça est dit, qu'on a bien creusé le projet, on va voir globalement ce que je pense du projet en tant que potentiel investisseur. Déjà, les points positifs. On est sur un projet qui existe depuis longtemps, une entreprise qui existe depuis avant le Web3, donc ça c'est quand même un point qui est favorable, qui est positif. Ils sont passés en Web3, ils ont une grosse communauté, ce sont des points intéressants. On a une offre qui est plutôt orientée pour les développeurs, pour les créateurs de contenu. Ça, je pense que c'est pertinent, je pense que c'est intéressant pour attirer du monde. On est sur un projet qui est apparemment plutôt asiatique, se tourne plutôt sur une communauté asiatique. Donc, on pourrait envisager que ça fasse partie du narratif du boulot en asiatique si c'est quelque chose que vous avez envie de jouer. Pourquoi pas? Donc, je trouve que c'est intéressant. Globalement, on a un bon fondamental. Par contre, je pense qu'on a aussi besoin de vrais catalyseurs et notamment, vu qu'on est sur une plateforme de gaming, de gros jeux qui viennent porter la plateforme. Vous voyez, on a besoin d'un jeu phare, d'un jeu avec de la hype où les gens ont envie de s'investir. Et pour le moment, j'en ai pas entendu parler. Au niveau des points économiques positifs, on a aussi le fait que la supply max est totalement émise, donc il n'y a pas de token à émettre, ça c'est vraiment un très bon point. Il y a un burn, alors pour le moment le burn on ne l'a pas vraiment vu dans les chiffres, mais il y a un burn qui doit arriver, donc ça c'est bien aussi. Et en plus, ils ont des petites raisons supplémentaires au niveau de l'utilisation du token, notamment quand vous créez un token NFT, quand vous créez un NFT, vous devez locker des tokens, et donc ce genre de choses-là, si vous pouvez en rajouter encore plus, c'est vraiment pas mal parce que ça fait qu'il y a ça peut entraîner une stabilité du token s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc on aime bien, il y a quand même un certain nombre de points positifs pour le projet. Par contre,
on est quand même sur le gaming NFT. Il y a déjà beaucoup d'acteurs, il y a des gros acteurs dans le NFT. Par exemple, les plateformes de NFT, on a OpenSea, on a Blur, on en a d'autres qui sont quand même importantes et c'est dur de venir les concurrencer. Point de vue gaming, il y a aussi beaucoup d'acteurs, hein. On pense à Sandbox, on pense à Axis, Epcoin, on pense à Mana, etc., Gala Games. Donc là encore, il y a du monde et tout le monde ne va pas survivre indéfiniment. Donc pourquoi pas, mais il va falloir qu'ils trouvent vraiment des gros jeux qui attirent du monde, à mon avis. Donc la question en tant qu'investisseur, est-ce que vous avez envie de laisser sa chance à du coup un vieil acteur, hein, quelque chose qui existe depuis longtemps, alors qu'il y a de nouveaux projets, peut-être plus récents et potentiellement plus hypants? C'est une vraie question à se poser. Je pense que oui et non sont des réponses valables, à vous de vous les poser. À titre personnel, j'avoue que j'envisage quand même de mettre une petite pièce sur ce projet-là quand il sera revenu sur des prix intéressants, mais on ira voir ça graphiquement. Je termine quand même sur les points négatifs, et c'est quand même pas négligeable. Déjà, on est en Proof of Authority, donc ça veut dire que c'est globalement centralisé. C'est largement confirmé par le fait que Binance possède approximativement 36% des tokens, donc ça c'est quand même un gros point négatif à mon avis. Et enfin, on a cette baisse des holders toute récente qui laisse se poser des questions, donc c'est pas hyper rassurant. Moi je vous le dis, si vous investissez là-dessus, si vous envisagez d'investir là-dessus, faites attention et ne mettez pas trop parce que ça peut potentiellement déraper. Rien ne le garantit, hein, ça se trouve, tout va très bien se passer, parce qu'on est quand même sur un vieux projet, plutôt solide, etc. Mais j'ai envie de dire quand même, attention, il y a quand même certains drapeaux rouges. Maintenant que tout ça est dit, on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble et s'il y a des points d'entrée qui peuvent être pertinents. Déjà, on voit que effectivement, ça existe depuis très très longtemps, donc vous voyez, on est listé ici depuis octobre 2017. Donc on a eu cette hausse complètement dingue là de fin octobre, de fin 2017 jusqu'à début 2018, puis un calme plat jusqu'en en fait 2020, début décembre 2020, donc le précédent bull run. On a eu du coup cette hausse qui a été très très importante, et le point qu'on aime, c'est ça, c'est que la première partie du bull run, elle n'a pas été supérieure à la deuxième. Vous voyez, c'est une tendance qui est haussière. Donc ça, on aime bien. Bien évidemment, tout s'est écroulé depuis, comme tout le reste des cryptos, pas de souci. Mais en fait, cette hausse-là laisse penser qu'on peut continuer sur une tendance haussière, sur le prochain bull run, sur les prochaines grosses tendances haussières. Donc pour moi, le projet n'est pas à jeter d'un point de vue graphique. Maintenant, si on va voir plus précisément, plus récemment, on va se mettre les lignes que j'avais tracées. On voit déjà la ligne blanche et la ligne verte qui sont en fait les précédents ATH. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que là, le premier ATH qui est arrivé à la ligne blanche, du coup, là c'était en 2017. Vous voyez, c'est sur ça qu'on a rebondi depuis en fait juin de 2022. On a rebondi dessus, on est remonté, on est revenu là, on est resté ici pendant plusieurs semaines. Il y a eu le crash de FTX, on a baissé. Puis vous voyez, là quand on a remonté là en début janvier, et bien en fait, on est resté sur cette zone-là au final. Donc c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour la culture et la prise de recul vis-à-vis des graphiques, que, bah oui, il y a quand même, là on le voit, un exemple, un souvenir du prix. Donc est-ce que c'était des anciens ordres? Est-ce que ça correspond à des zones que les traders ont beaucoup travaillé par le passé? Est-ce que ça s'explique de façon claire? Bah oui et non, mais voilà, ça existe. Il y a effectivement ces zones-là sur lesquelles le prix a rebondi, alors qu'elles existent depuis très très longtemps, donc ça c'est intéressant. Et ça peut donner en fait des idées de compréhension d'autres graphiques, au moins si on n'achète pas ce token-là, il y a quand même cette historique-là qu'on peut voir. Et vous voyez que ça se confirme ici, hein. Là, quand on est descendu, donc il y a eu la chute de FTX, où est-ce qu'on a rebondi? Et bah sur la zone des plus hauts en fait de 2019 ici, et de 2020 ici. Donc la ligne verte. Donc c'est quand même très intéressant de voir que le prix ne va pas n'importe où quand il a un historique, il va quand même avoir tendance à retourner sur des zones qu'il a connues et qui ont été des zones importantes. Donc voilà, au moins on apprend ça. Maintenant, si on a envie d'acheter, à titre personnel, je pense que c'est pas forcément le bon moment. On voit qu'on a eu cette très grosse hausse de janvier, hein. Bon, après c'est normal, on était vraiment très bas. On a fait le x2 qui est arrivé sur beaucoup de cryptos. Je pense que retourner sur cette boîte verte là entre 35, 37 et 40, c'est pas idiot pour un premier achat. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Oui, on peut peut-être aller sur cette zone ici, entre 30 et 32. Donc c'est pas beaucoup plus bas, mais c'est quand même sensiblement plus bas. Pour qu'on aille vraiment toucher les plus bas, il faudrait quelque chose d'équivalent à FTX. Donc personnellement, je pense qu'on n'y est pas et je suis vraiment pas convaincu qu'on y aille, mais c'est pas impossible. Au niveau des résistances, bah écoutez, on a celle-ci, hein. On l'a déjà travaillé en septembre 2022. On est retourné dessus et on a été rejeté là tout au long des 2 derniers mois, du dernier mois en tout cas. Donc oui, c'est une belle zone de résistance là au niveau du coup des 48-50 en soi. Et si on la passe, il y aura cette zone ici. Donc peut-être acheter ici et ici pour revendre par ici et
par là. Ce serait potentiellement ça la stratégie. Peut-être que c'est ce que je ferai, je vous le dirai de toute façon dans le cadre de mon portefeuille. En attendant, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.